Bonjour à tous, c'est Thomas de la chaîne Codemastery et aujourd'hui, si tu veux apprendre le HTML et le CSS sans passer à côté de l'essentiel, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te donne une checklist complète de tous les concepts que tu dois maîtriser pour construire n'importe quel site web et construire tes propres projets. Je vais aussi te les expliquer brièvement, que tu sois débutant ou que tu revois les bases. Cette liste va t'assurer de ne rien oublier. Donc prends des notes ou télécharge la checklist sur le serveur Discord pour l'avoir toujours sous la main. Maintenant, c'est parti. La première section, c'est le HTML. Donc le HTML, comme on en a parlé dans la dernière vidéo sur la roadmap, c'est la première chose que vous devez voir pour devenir développeur web full stack. C'est vraiment le pilier de vos pages web et c'est donc la première chose que vous allez apprendre avec la structure de base. Donc la structure de base, c'est celle-ci. Donc nous avons ici le doctype HTML. C'est pour dire que nous sommes dans un fichier HTML. Le HTML pour dire que nous codons un HTML. La balise head pour donner des informations sur la page actuelle sans que l'utilisateur le voie. Donc, par exemple ici la balise meta cursor qui définit comment on écrit sur la page. Donc c'est pour éviter d'avoir des problèmes quand on met par exemple ce type de caractère et la balise title qui est simplement le nom de l'onglet. Donc par exemple, si on se va sur la page, ici, vous voyez qu'il est écrit le nom de l'onglet. Maintenant, nous allons voir les balises que nous allons mettre dans le body. Le body, c'est tout le contenu de la page que l'utilisateur va voir. Donc si on écrit du texte un peu aléatoire, pour le moment ici, on recharge la page, ça, on le voit. Mais nous, on va mettre des balises précises. Donc là, ce qu'on va mettre dans le body, c'est les titres. Enfin, ce que nous allons voir en premier, c'est les titres. Donc ils vont de H1 à H6. Donc on a H2, H3, H4, H5 et H6. Donc ici, on va mettre titre 1. Ici, titre 2. Moi, je vais écrire 2. 3, 4, 5 et 6. Et vous allez voir que plus on est vers le 1, plus le titre est gros. Et plus on est vers le 6, plus le titre est petit. Vous voyez? Donc ça, on recommande aussi d'ailleurs d'avoir qu'un seul titre H1 par page, deux titres H2 par page, 3 H3, 4 H4 au maximum. Donc vous pouvez en mettre moins, vous pouvez pas en mettre, mais en tout cas c'est le maximum pour une question de SEO. Donc je mets le H1 et le H6. Et maintenant nous allons voir aussi la balise P. Donc la balise P, vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur votre page. Et ça c'est pour les paragraphes. Donc par exemple si ceci est un paragraphe, on sauvegarde et que si on va sur Chrome, ceci est un paragraphe. Ensuite, on a les images, donc c'est cette balise. À savoir que cette balise, elle est auto-fermante. C'est-à-dire que là, si on va sur le H1, on a la balise ouvrante et ici la fermante. Et ici, elle se ferme toute seule, donc comme ceci. Donc l'attribut SRC, c'est la source de l'image, donc c'est le lien d'une image que vous allez mettre sur votre page. Donc par exemple, j'en ai copié une. Et le alt, c'est si l'image par une erreur ne charge pas, et ben le alt nous définit ce qu'est l'image. Donc cette image, donc étiré site Pixabay. Je sais pas, elle montre une rue. Plus c'est long, mieux c'est. Donc, hop, et ici maintenant nous allons voir que l'image va s'afficher. Et je vais tronquer le lien pour avoir le alt. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le alt de l'image. Commenter, donc pour commenter sur Visual Studio, vous faites la touche CTRL et slash ou commande slash si vous êtes sur Mac. Ça va permettre comme ça qu'on puisse revoir le site convenablement pour passer à la prochaine balise qui est la balise des liens. La balise encre, c'est celle pour les liens. Donc à l'intérieur, on a le href. Donc c'est là que on met le lien vers où on veut aller. Donc on va faire un petit tuto très rapide. Comment créer un lien vers Google. Donc Google, le lien c'est celui-ci, google.fr.
eh ben, nous allons simplement le copier-coller dans notre href avec ici un petit texte, le lien vers Google. Et là, vous allez avoir le lien vers Google et lorsque vous cliquez dessus, vous aurez google.fr. Petit tips à savoir, là, quand nous avons cliqué, il nous a changé de page. Donc, pour nous, c'est pas forcément le plus intéressant si on amène vers un site externe, étant donné que l'utilisateur quitte notre page et donc ne reviendra peut-être pas. Donc, ce que nous, on aime bien faire dans ce cas-là, donc si on amène vers une page externe, on aime bien mettre ici un target. Et ici, on va mettre un autre attribut, il s'appelle target, et on va mettre tiré du bas blanc. Et ça va permettre, comme vous allez le voir ici, d'ouvrir un nouvel onglet et de l'amener à cette page. Très intéressant, je vous le donne comme ça. La prochaine chose qu'on va voir, c'est les listes. Donc, les listes, il y a deux types de listes. Les listes non ordonnées et les listes, donc UL, et les listes ordonnées. Pardon, les listes ordonnées OL. Quoi qu'il arrive dans ces listes, nous avons toujours LI dans les deux. Et le LI, c'est un petit, ce qu'on appelle un enfant. C'est un enfant de la liste et c'est, comme vous allez le voir, le petit objet. Donc, par exemple, on va faire une liste de courses. On veut du fromage, on veut des pâtes, on veut du saucisson. Et ici, on va ordonner. Donc, en premier, on veut des bonnes notes. En deuxième, des connaissances. En troisième, du plaisir. Voilà. Faut bien kiffer la vie. Donc, ici, vous allez refresh et vous voyez par exemple que sur la liste ordonnée, pour chaque LI, le compteur ici va augmenter de 1, alors que pour la liste non ordonnée, ici, vous allez avoir le petit point, la petite puce qui peut être changée. Et ça, je vous laisserai le voir par vous-même en approfondissant cette vidéo pour apprendre vraiment le HTML de A à Z. L'avant-dernier concept que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est les formulaires, donc forme, avec par exemple une action slash post. Ça, je vous laisserai aussi approfondir. Mais on va voir d'abord les champs très simples qui sont l'input, l'input de type. Ici, vous allez voir avec l'autocomplete beaucoup de types. Donc nous, on va prendre un type color par exemple. Et on va en reprendre un avec un type texte. Et ici, si on refresh la page, vous allez avoir l'input de type color et l'input de type texte. Le voici. Oh, j'ai écrit type texte comme ça. Bon, vous voyez que ça marche quand même étant donné que le type texte c'est le type par défaut. Mais si je mettais type color avec un E, je pense que ça n'aurait pas. Ça aurait mis, voilà, un input type texte. Nous allons voir aussi les text area. Donc, voilà, donc les text area de base. Je vous laisserai voir les attributs par vous-même. Les text area avec, ah oui, ici, on peut mettre du texte directement à l'intérieur. Donc voilà, et l'avantage du text area, c'est que on peut le grandir comme on le souhaite pour avoir des longs textes. Et enfin, les boutons clic qui permettent d'envoyer le formulaire. Donc tout ça, c'est très important à savoir aussi que tous ces éléments ne sont pas obligés d'être dans un form. Et le bouton clic qui amène, bon, normalement vers un post, ce qui n'est pas le cas, vu que nous ne l'avons pas créé. En petit bonus, je vais vous mentionner deux attributs très importants qu'on utilise généralement dans les formulaires, c'est l'attribut placeholder. On va le mettre sur le type texte. Ici, vous allez mettre votre nom. Donc, c'est pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit écrire dans ce type texte. Donc, vous voyez votre nom, Thomas. Et ensuite, vous avez aussi le require. Voilà. Donc, ça, c'est pour obliger l'utilisateur à l'écrire. Sinon, voilà. Donc, on est obligé d'écrire quelque chose dessus pour pouvoir cliquer sur le bouton et emmener vers la page. Donc voilà, c'est deux attributs très importants
à connaître pour les formulaires. Et maintenant, le dernier concept que nous allons voir avec le HTML, c'est les divs et les sections. Donc ça, c'est pareil, c'est pour de la sémantique. Donc c'est comme là, les UL, les P. On écrit ça pour améliorer évidemment le SEO, mais aussi pour faciliter le style quand nous allons styliser notre page. Donc ça, deux balises très importantes qui, comme nous pouvons le voir, ne font rien, mais nous aident pour le SEO et pour styliser notre page. Et enfin, les deux attributs qui nous aident aussi à styliser notre page, c'est l'ID text, test par exemple, et la classe coucou. Un ID, ça peut s'utiliser que pour un seul élément, alors qu'une classe, on peut la mettre sur plusieurs éléments pour qu'elles aient le même style. Donc généralement, même là, ça ne marcherait pas, mais généralement, même quand on n'utilise qu'une seule fois la classe, on met quand même classe au lieu de mettre un ID. Au moins, on est sûr et ça marche plus facilement. Voilà pour ce qui est du HTML. Donc, nous avons vu la sémantique, les titres, l'épée, l'image, les liens, les listes non ordonnées et ordonnées, et enfin les formulaires. Maintenant, pour rendre notre site beau, on va utiliser du CSS. Donc, nous allons créer un fichier style.css et nous allons le lier. Donc, pour le lier, c'est dans la balise head. Dans la balise head, on va mettre la balise link, qui est une balise pour lier deux fichiers, link.rel égale stylesheet. Et comme les liens, donc ça c'est pour dire que c'est une feuille de style, c'est la référence. Et comme pour les liens, on va mettre un href avec la page, balise auto-fermante. À savoir que sur Visual Studio, vous pouvez faire link de point CSS pour avoir exactement la même chose. Pour tester que ça marche, nous allons tout d'abord tester. Donc nous allons mettre le sélecteur étoile. Le sélecteur étoile, il permet de styliser absolument toute la page, tous les éléments, absolument tout. Donc par exemple, ici on met un background color red. Donc hop, le background color, vous connaissez, enfin c'est assez transparent. La couleur du fond, on la met en rouge et qu'on refresh, tout est en rouge. Donc voilà, donc on va évidemment enlever ça parce que c'est vraiment pas beau. Le sélecteur étoile, donc qui permet lui de modifier tous les éléments. Donc la syntaxe de base, maintenant vous l'avez compris, on met le sélecteur, ensuite on met les accolades et dedans nous mettons la règle. Donc, par exemple, on remet background color, les deux points, la valeur que nous voulons, donc red, et le point virgule qui est très important, sinon toutes les autres règles ne se mettront pas. Donc maintenant, les propriétés de base, nous allons les voir rapidement, mais on va d'abord mettre des ID et des classes sur nos éléments pour pouvoir les styliser. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'ID, on va l'appeler fromage, pour pouvoir lui, seulement lui, le mettre en bleu, et les autres, on va leur mettre une classe. Et pour les autres, on va mettre ici la classe list pour qu'ils aient le même style. Donc, voilà. Donc pour appeler une classe en CSS, on met d'abord le point suivi du nom de notre classe. Donc point list, on met les accolades. Ensuite, nous allons mettre on va leur mettre une color. Donc, eux, ce sera green. Et on n'oublie pas le point virgule. On enregistre et hop, tous nos éléments sont en vert. Et on veut aussi modifier notre fromage qui est un ID. Donc pour les ID, on met un hashtag et ensuite c'est la même chose. Et lui, on va lui mettre une couleur rouge. Donc vous allez voir que hop, le fromage est écrit en rouge. Donc oui, étant donné que nous avons mis la classe list sur tous nos éléments, c'est normal qu'avant le fromage était en vert. Mais l'ID passe au-dessus de la classe. Et la classe passe au-dessus d'un élément.
Ça, je vous laisserai l'approfondir vous-même avec la documentation de MDN qui explique ça très bien. MDN qui est la référence en termes de CSS, enfin en termes de site web en général. Les premiers pas, vous les voyez ici. Vous avez le guide, comment ça marche. Donc, je vous laisse suivre, limite lire pas à pas. C'est très intéressant. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ici, vous les revoyez là-bas. Donc, par exemple, vous voyez qu'il écrit cela grâce à un sélecteur d'éléments, donc le P. On peut faire ça aussi, évidemment. Si on veut, on va prendre du coup, ouais, on va prendre le P aussi. Donc, on va faire le sélecteur d'éléments, donc c'est le P. Et lui, on va lui mettre une couleur bleue. Et celui-là aura, comme ici, la couleur bleue. Donc ça, on a vu color et background color. On va voir aussi une propriété qui est les marges. Donc margin de points, on va mettre 10 pixels. Donc ça permet d'avoir de la marge entre les éléments. Donc vous voyez que ici, il va prendre 10 pixels à gauche, en haut, en bas et à droite. Donc pour chaque haut, gauche, bas, droite, donc, on a margin top, margin bottom, margin bottom, left et right. Mais ce n'est pas ce que nous voulons voir aujourd'hui. Mais je vous l'annonce quand même, quand vous allez approfondir. On a aussi le font size qui permet de gérer la taille de la police. Donc par exemple, si on met font size 25 pixels, donc la taille de la police fera 25 pixels, et que ici on enregistre, on voit que c'est bien plus gros. C'est même, ça doit être aussi gros qu'un titre 1. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les propriétés CSS de base. Color pour le texte, background color pour les backgrounds et font size pour la taille de texte. Et enfin, nous avons vu aussi margin pour les marges. Ça, c'est vraiment les trucs basiques en CSS. Mais maintenant, nous allons voir les propriétés de mise en page. Donc, pour la mise en page en CSS, on a trois grands principes. Donc, on avait les margins, on a les paddings et on a les borders. Donc, pour faire ça, pour vous expliquer cela, il y a le schéma de MDN qui est celui-ci. Vous voyez, donc ça, c'est notre page. Ensuite, on ajoute le padding. Ensuite, les borders. Et enfin, les marges. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Donc ça s'appelle le box model. Et c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent dans les mises en page en CSS. Ensuite, pour faire de la mise en page, nous avons Flexbox. Donc, je ne vais pas détailler énormément, mais je vous conseille d'aller faire ce site qui s'appelle flexboxfroggy.com, qui est vraiment la référence pour des petits exercices pour apprendre Flexbox. Donc, je vous conseille de faire tous les exercices, ça prend pas énormément de temps, de bien lire ici, et ensuite de mettre Flex en place dans vos projets. Et enfin, le dernier, c'est Grid Garden. Donc, Grid Garden qui est ici, cssgridgarden.com. C'est la même chose, mais pour grid au lieu de flex. Donc voilà, je vous le conseille. Maintenant, nous allons passer surtout aux couleurs et aux polices. Parce que là, ici, nous avons juste écrit des noms de couleurs. Mais on peut faire mieux que ça. On peut ici choisir notre couleur en format RGB. Donc RGB, c'est pour R, red, G, green et B, blue. Donc nous allons mettre ici 82 pixels de rouge, 82 de vert et 140 de bleu. Donc ça, c'est par exemple pour cela. On a d'autres moyens. On a le hexadécimal. Donc le voici. Et ensuite, nous avons HSL pour hue, saturation et light. Et enfin, l'autre plus connu, c'est RGBA. Donc RGBA. Donc, on va mettre par exemple 100 de rouge, 24 de vert, 210 de bleu. Et on va mettre
0.5 en alpha. Donc c'est pour l'opacité. Vous voyez, ça c'est le A. Donc voilà pour les couleurs. Et aussi, nous allons voir rapidement les fontes. Donc font family. Donc ça, c'est pour changer la police d'écriture. On en a déjà qui sont ici. Donc par exemple, ici, il va commencer par trébucher. Voilà. Donc s'il n'a pas cette police, donc ici on voit bien que c'est la trébuchée, mais s'il ne l'avait pas, il serait passé sur la Lucida 100, ensuite la Lucida Grande, ensuite la Lucida 100, donc d'abord c'était la Lucida 100 Unicode, ensuite la Lucida 100, et ensuite enfin Arial et sans sérif. Donc moi ce que je vous conseille pour trouver des belles polices, c'est d'aller sur Google Font. Google Font, ici vous allez faire grosse fonte. Il y a un nombre de polices incalculable, il y en a 1790. Vous trouverez forcément votre bonheur. Bon, nous, on va prendre la première, la Roboto. Et nous allons faire get font, get embed code. Et nous, on va faire en haut, côté web, et avec le @import. Donc ici, nous avons le import du style CSS avec le lien de la police. Donc ça, généralement, question de principe, on le met tout en haut. Donc on importe la police. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de mettre font family, inter et ensuite serif. Non, nous c'est la Roboto, donc c'est ici la font family Roboto et ensuite serif. Donc on va le mettre ici parce qu'on veut que ce soit pour tous nos textes de la page. Donc comme ça, c'est plus simple de le mettre ici. Et donc nous allons avoir. Ah oui, non, je crois que. Enfin, ici on l'a mis directement dans le P, donc le P a l'avantage sur le sélecteur universel. Et maintenant nous avons en Roboto. Donc voilà pour les fontes. Et le dernier concept, c'est les pseudo-classes. Donc nous allons en voir qu'une seule, mais c'est pour vous montrer que ça existe. C'est la transition sur un bouton avec le survol. Donc, je vais vous montrer comment on fait et je vais vous montrer avec un exemple. Donc nous allons créer, on a encore le bouton clic, ok, qui est ici. Et ben nous allons hop, faire button. Nous allons lui mettre un peu de style, donc une width de 50 pixels et une high de 30. Donc ça, c'est pour changer sa taille et sa largeur. Donc ici, vous allez voir comme cela. Ça n'a pas changé beaucoup, mais parce que j'ai pas non plus mis énormément, je crois. Et si on clique dessus, vous voyez ici, on va par exemple passer la high à 80. Voilà. Donc hop, non, on va laisser en 30. Et ce qu'on va faire, c'est quand on va le survoler, on va changer son background en rouge. Donc pour faire ça, on fait 2 points et on fait 2 points, non 2 points seulement, over, over, et ensuite c'est comme du CSS classique, donc on va mettre background color red, on enregistre, on refresh, et là quand on passe au-dessus, nous avons cet effet. Nous allons ajouter une autre propriété qui est le cursor pointeur. Comme ça, quand nous allons passer dessus, voilà, vous voyez, ça met comme ça pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut cliquer. Et on va ajouter aussi une petite transition de 0.5 secondes afin, pardon, il faut refresh au moment où vous avez vu, afin que ça prenne un peu plus son temps. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer pour les animations de hover. Et maintenant, en dernière section, je vais vous montrer des ressources pour vous entraîner au CSS. Donc en plus de Flexbox Froggy, en plus de Grid Garden, c'est la première, c'est Frontend Mentor. Donc Frontend Mentor qui donne des challenges CSS pour ceux qui euh, débutent, même ceux qui continuent. Donc vous faites Free et Free Plus. Si vous venez de commencer, vous mettez difficulté Newbie. Et ici, par exemple, vous avez 7 pages de profil à réaliser et ils vont vous donner l'image du fichier, les styles avec les couleurs, les fontes, etc. Très intéressant pour apprendre à manipuler des designs. Ensuite, on a le CSS Battle. Donc CSS Battle qui est déjà un peu plus complexe, mais qui permet aussi de CSS Battle. Voilà, donc par exemple,
Aujourd'hui, vous deviez faire un 3 en CSS. Donc c'est très complexe à réaliser et c'est très intéressant. Si vous apprenez du CSS, là c'est surtout pour faire de l'art CSS car vous n'allez jamais réellement utiliser ceci. Et enfin, comme dernière ressource, vous avez W3 School et vous allez mettre CSS pour avoir tous les tutoriaux CSS pour apprendre le CSS. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur CSS, ce qui est très intéressant avec des exemples, des exercices et des références. Très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ces ressources qui sont vraiment très sympas, ainsi que évidemment MDN pour la formation. N'oubliez pas que de toute façon pour apprendre, il n'y a pas de secret, il faut vraiment travailler avec des projets. Trouvez votre propre projet personnel et dites-vous que par exemple dans un mois, je veux que tous les sites soient faits en HTML et CSS. Et petit à petit, vous allez avoir quelques problèmes. Vous allez chercher sur Internet. Vous allez demander sur notre serveur Discord qui est en description. Ou bien vous allez demander à un ami pour avoir la solution. Et là, vous allez accumuler des connaissances. N'oubliez pas aussi que vous êtes dans l'ère du numérique et que vous avez une ressource très intéressante qui se nomme ChatGPT. Donc ChatGPT n'est pas là pour vous donner le code, bien qu'il peut le faire, mais il est là pour vous expliquer comment apprendre et vous expliquer les erreurs que vous avez faites dans votre code. Très intéressant. Je pourrais vous faire une vidéo comment apprendre avec ChatGPT. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour télécharger la checklist complète. Posez vos questions si vous avez besoin. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez avoir comme vidéo ensuite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Vraiment, téléchargez la checklist qui est sur le serveur Discord, qui est beaucoup plus complète que ce que nous avons vu. Là, c'est vraiment la base de CSS, mais c'était aussi pour vous expliquer ce qu'il fallait apprendre. Donc, en résumé, vous devez d'abord apprendre le HTML avec la structure de base, donc qui est HTML, puis head, puis body. Ensuite, vous devez apprendre les balises essentielles, donc les balises H1, H2, H3, H4, les balises de titre, les balises de paragraphe, les balises d'image, les balises de lien. Ensuite, vous avez les listes non ordonnées, les listes ordonnées, les formulaires. Tout ça, c'est vraiment un avant-goût de cette grande catégorie. J'ai ajouté aussi dans la checklist les tableaux qui sont très intéressants à voir. Et pour CSS, je vous ai vraiment mis le minimum syndical pour faire votre propre page web. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc la syntaxe de base, la mise en page à voir avec Flex, les box modèles, grid, tout ce qui est couleurs et police, les animations rapides. Vous avez aussi à voir le responsive design. Donc le fait d'avoir par exemple un site. Prenons n'importe lequel, vous voyez, on va prendre le site, un site qui est sûr d'être bien fait, ça doit être Uber, le site de Uber. Là, vous voyez qu'il marche très bien sur ordinateur. Et si je vais le mettre en mode mobile, vous voyez qu'il marche aussi très bien. Donc ça, c'est du responsive design. S'assurer que votre site marche sur sur tous les types d'appareils. Très intéressant aussi à voir en CSS et surtout très important si vous créez votre propre projet. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller sur notre site codemastery-ver.vercel.app et vous inscrire à la newsletter en mettant ici votre prénom et votre email. Et enfin, commencer l'aventure. Vous aurez le lien du serveur Discord et vous aurez les mails toutes les 2 semaines. Promis, on ne spamme pas, c'est vraiment full value et ça ne vous sera que bénéfique. Voilà, sur ce, je vous laisse là et on se retrouve à dans 2 semaines. Salut!